Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de la Zell Kitchen qui aura pour thématique Hearthstone. Voilà, comme j'expliquais dans la vidéo précédente, j'ai pris le parti, étant donné que je ne suis pas un joueur professionnel et n'ayant jamais atteint le rang légende, d'enseigner les bases de Hearthstone, donc à des joueurs un petit peu plus débutants. Voilà, la première vidéo va vous apprendre à vous crafter votre deck. Dans Hearthstone, quand on commence, on n'a pas beaucoup de cartes, donc si vous voulez, les choix s'imposent d'eux-mêmes. Vous n'avez pas énormément de choix, vous allez prendre la première carte qui vient quand vous allez ouvrir les paquets, vous ajoutez ça aux quelques rares cartes de classe que vous possédez, et vous vous constituez un premier deck qui sera pas très efficace par défaut. Mais ensuite, si vous accrochez un petit peu au jeu, que vous décidez de continuer, vous allez très vite vous retrouver face à des choix, car donc Hearthstone c'est 30 cartes dans le deck. 30 cartes c'est vraiment pas beaucoup si on compare un petit peu à Magic l'Assemblée où ça allait d'entre 40 et 80, enfin, généralement en tournoi c'était 60. 60, ça vous laissait vraiment un éventail très très large. Là, 30, vous allez voir que dès que vous avez un peu de cartes, vous allez vous demander est-ce que je mets ça, ça. Mais en fait, il y a des choix qui s'imposent d'eux-mêmes. Et donc, une fois que vous aurez décidé de votre classe, de votre style de jeu, et plus les cartes que vous possédez ou pas, vous verrez que c'est tout de suite plus simple. Mais il y a quand même des règles à appliquer, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, dans Hearthstone, vous avez donc, je vais m'appuyer sur le druide, c'est la première page qui s'ouvre. Dans Hearthstone, il y a 3 phases de jeu. Vous avez le early game, donc c'est une phase de jeu qui se déroule entre le tour 1 et le tour 4, qui est donc le début rapide du jeu. C'est là où ça pose les petites cartes, c'est là où enfin, il se passe pas vraiment des trucs sensationnels, vous sortirez jamais un gros bourrin, à part justement avec le druide dans les premiers tours. C'est vraiment le début, c'est la mise en route. Quoi qu'il y a des jeux qui vont décider de vous tuer dans cette phase, on y reviendra tout à l'heure. Ensuite, vous avez le mid-game. Le mid-game, ça se déroule entre le tour 4 et le tour 7. C'est généralement ce que choisissent les jeux contrôle un petit peu pour faire les moves intéressants. C'est une phase où vous avez tendance à temporiser, vous allez sortir des cartes qui immobilisent la game, pour ensuite progressivement amener le joueur vers le late game. Le late game, c'est donc la fin de la partie. C'est là où vous allez voir arriver les gros monstres, les trucs qui font bien mal, les 10-10, les 9-9, les 8-8, bref, les gros bills, ils arrivent en late game. Vous pouvez choisir de tuer votre adversaire dans cette zone-là de la partie. Généralement, je ne vous cache pas que c'est ce qui se passe, étant donné que l'early game, où vous avez beaucoup de chance, il y a tout qui sort et vous arrivez à le fumer rapidement sur les 4 premiers tours. Mais généralement, s'il y a un peu de répondant en face, le mec vous amène en late game. Et là, ce qui va faire la différence, c'est la qualité de vos grosses cartes. Généralement, les légendaires. Donc voilà, il faut vraiment définir ces 3 phases de jeu quand vous jouez à Hearthstone. Et à partir de là, vous faire un espèce de film de la partie. Il faut que vous visualisez 10 tours de jeu. Et ensuite, vous allez petit à petit garnir ces 10 tours de jeu. Vous allez d'abord choisir, bon là j'ai des cartes qui coûtent 0 à sortir. Vous allez choisir un petit peu des cartes qui sortent à 1, puis à 2, 3, 4, et ainsi de suite. Afin qu'à tous les tours de jeu, vous puissiez faire une action. Alors attention, hein, ça pareil, ça s'adresse à des débutants quand les decks sont pas encore super aboutis, qu'il n'y a pas de combo, pas super construit. Mais ayez à l'esprit de toujours pouvoir faire quelque chose à tous les tours. Ensuite, une fois que vous avez garni un petit peu tous les tours, vous voyez où c'est que vous voulez appuyer. Est-ce que vous voulez un début de partie très fort, auquel cas il faudra donc mettre beaucoup de cartes ayant un faible coût d'invocation. Donc est-ce que vous voulez mettre à mal le gars dès le début? Est-ce que vous voulez que au premier tour vous en ayez une, au deuxième tour vous ayez 2 cartes, troisième tour il soit déjà submergé par 3 ou 4 créatures? Est-ce que vous voulez ça? Auquel cas vous aurez un deck de type Zoo qui sont très efficaces, qui sont très rapides, où il est quand même... bon, la chance il fait beaucoup, mais c'est très très dur de se protéger. Par contre, si vous foirez votre early game, c'est-à-dire que vous jetez votre main sur le board et la faites attaquer, si jamais le mec en face a un peu de répondant, genre un balayage, qui va nettoyer la carte, vous allez vous retrouver une main devant, une main derrière, sans rien, et lui, ben, il aura sa main pleine, il aura juste claqué un balayage, bon, il aura perdu beaucoup de PV, mais ensuite il vous sortira les gros trucs, vous n'aurez rien pour le contrer.
Voilà, je vous ai un petit peu donné les avantages et les inconvénients de l'early game, sachant qu'il n'y a pas de vérité absolue. L'early game, ça marche très bien. Vous allez voir qu'un Dexo, ça marche très très bien. Mais voilà, moi j'aime pas du tout. Parce que souvent, vous vous retrouvez dans des situations où vous lui avez bien bourré la gueule, vous l'avez mis à 2-3 PV, et là c'est super frustrant parce que votre main est vide. Généralement, maintenant, il y a de quoi se prémunir contre ce genre de problème, mais c'est frustrant de ne pas enlever le dernier coup de rein là pour achever le mec. Ensuite, est-ce que vous allez appuyer sur le mid-game, à savoir des créatures qui ont pas mal de créatures qui ont la provocation pour temporiser. Est-ce que vous allez sortir des combos à ce niveau-là, les rois de l'early game, du mid-game, je peux vous les montrer, hein. Ils sont là, ce sont il y a par exemple le Crash Vase qui est vraiment un super mur pour se protéger des adversaires. Il y a Oreb qui est vraiment une des créatures les plus pétées qui est dans ce jeu. Il y a aussi, où est-elle cette coquine? Bah, il y a l'Empereur Torisan, où est-elle? Il y a Sylvanas, voilà, ça c'est des cartes très puissantes qui peuvent changer l'issue de la game, mais qui vont peut-être pas tuer votre adversaire. Ce sont vraiment des cartes intermédiaires qui vont voilà, définir un petit peu l'issue, mais qui ne seront jamais fatales. Enfin, même si quand même c'est quand même des 5-5, ça fait quand même assez mal, ça vous tue, ça tape 6 fois, ça vous tue. Mais c'est pas ça qui fait la décision. Et ensuite vous avez le endgame. Le endgame, je ne vous cache pas que généralement c'est là que va se jouer l'issue de la partie. À part si vous jouez contre un early game extrêmement puissant qui pourra vous fumer la gueule d'entrée, il y a quand même beaucoup de chances pour que la partie arrive à la fin et que vous fassiez plutôt fumer par des gros bilous genre le Dr Boom, Ragnaros, Alexstrasza, Maligos, les Nefarian ou les géants, voilà, enfin généralement c'est là que ça se passe. Donc vous pouvez choisir d'appuyer la fin game, de dire voilà, maintenant que je suis arrivé à amener mon adversaire à ce niveau-là de la game, j'ai beaucoup de grosses cartes, et bien je vais essayer de le tuer comme ça. Je ne vous cache pas que les grosses cartes, généralement que vous mettez à la fin pour tuer l'adversaire, ce sont les légendaires. Donc les cartes les plus difficiles à avoir. Donc de construire un deck sur du endgame avec beaucoup de grosses créatures puissantes, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Ça demande d'avoir beaucoup de cartes, et surtout, ça demande de se protéger donc pendant l'early et pendant le mid-game pour arriver jusque là. C'est quand même assez compliqué. Donc pour un débutant, fort de ce que je viens de vous dire, le top c'est d'appuyer un petit peu sur le mid-game et de l'amener vers un endgame où il y aura des bonnes cartes qui pourront finir rapidement. Quand vous commencerez à jouer, vous aurez toujours des cartes voilà, neutres qui font quand même, voilà, genre le champion de Hurlevent, l'assassin de Ravenholt, je vous parle vraiment des cartes de débutants, là, le golem de guerre, voilà, le char de force max. Si vous n'avez pas de légendaire, ben voilà, ces cartes elles feront le taf à la fin. Donc voilà, distinguez bien ces trois parties. Et ensuite, vous choisissez là où vous voulez appuyer. Ensuite, quelle classe choisir dans Hearthstone? Alors là, vraiment, j'ai des conseils à donner, mais choisissez la classe qui vous correspond le mieux. Si vous avez joué à WoW, ça va vous donner un ordre d'idée. Elles sont très très proches de celles de WoW, et moi ce qui m'a toujours amusé dans Hearthstone, et là où j'ai trouvé qu'ils ont été très bons, c'est que vous pouvez jouer un petit peu l'esprit de WoW. Je prends le guerrier, vous pouvez jouer un guerrier DPS, qui se rapproche un petit peu du guerrier Fury, c'est-à-dire en allant très vite, en tapant très fort, en tuant très rapidement. Vous pouvez jouer un War Arm, parce qu'il faut savoir que le War, je vais peut-être un petit peu y aller fort, mais possède les meilleures armes du jeu, genre 2 pour 3-2, c'est une très bonne arme. La morsure de la mort 4 pour 4-2, et qui fait un point de dégâts à tout le monde quand elle meurt, c'est une très bonne arme. La faucheuse en arcanique, c'est pareil. Vous avez Hurle Sang, vous pouvez jouer donc un War Arm, et vous pouvez jouer un War Def, c'est-à-dire maximiser vos chances sur l'armure, c'est-à-dire mettre masse armure sur vous, devenir très résistant, amener le mec très très loin dans la game, et donc pouvoir le confronter à vos grosses créatures très facilement. Voilà, j'ai cité le War, vous avez le Paladin, que vous pouvez jouer en heal. Il y a beaucoup de cartes qui soignent chez le Paladin, donc c'est une classe qui est difficile à tuer, parce qu'elle peut également réduire l'attaque des opposants, elle a des sorts de zone, je veux dire, vous pouvez donc jouer Paladin Tank, vous pouvez jouer Paladin Heal. Le Paladin DPS, il n'a pas été mauvais cette saison. Vous pouvez jouer un Paladin qui fait énormément de dégâts. Mais donc voilà, tout est possible. Chasseur par contre, c'est vraiment comme dans WoW, vous ne pouvez que DPS, et ça DPS très très fort.
notamment ce fameux pouvoir héroïque qui pour 2 met 2 directement au héros, ça s'avère quand même assez cheaté quand vous avez rien à faire pour toujours payer 2 pour mettre 2 dans la tête du gars, c'est pas négligeable. Donc la classe, après voilà, de mon expérience de jeu, il faut savoir que les classes pour moi sont bien équilibrées, mais il y en a quand même qui tirent leur épingle du jeu. Pour moi, vous prenez le voleur, à mon grand regret, et je le trouve beaucoup moins fort que toutes les autres classes. C'est la classe où j'ai le moins de victoires. Je suis arrivé 60 aujourd'hui avec. Voilà, mais je vous raconte pas à quel prix. Je l'ai beaucoup joué et c'est une classe qui joue énormément sur le combo. Donc les combos, voilà, il faut rester rationnel. Vous êtes tributaire de la chance. Vous êtes tributaire d'avoir les cartes dans la main. Au bon moment. Donc vous réduisez votre ratio de pouvoir réunir les conditions réunies. Et auquel cas, ça réduit votre champ d'action. C'est une classe qui est entièrement basée sur le combo. Vous voyez, voilà, la légendaire, c'est Van Cleef, gagne plus de pour chaque carte jouée auparavant dans le tour. Ça nécessite de jouer 3-4 cartes pour qu'elle soit rentable. Et si derrière, vous la faites fumer, vous avez claqué 3-4 cartes pour rien. Donc voilà, et pour moi ça symbolise bien le problème du voleur. Vous avez cette carte quand même qui est bien pétée, l'huile d'affûtage du bricoleur qui a fait un très bon jeu pendant cette saison. Mais pareil, vous êtes quand même tributaire de beaucoup de cartes. Et c'est vraiment dommage parce que c'est la classe que j'ai le plus joué dans WoW, c'est ma classe dans Noob. Donc voilà, une petite larmichette pour ce pauvre voleur qui j'espère sera réopé dès lundi avec la sortie des nouvelles cartes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors voilà, le chasseur, moi c'est la carte, le seul héros que je n'ai pas level 60 parce que je ne l'aime pas du tout. Je n'aime absolument pas cette classe. Par contre c'est très puissant. Hein. En tournoi, beaucoup de joueurs en légende ou de gagnants de tournoi jouent le chasseur. Qui est une classe vraiment très violente. Moi, comme je vous l'ai dit, je préfère temporiser, je préfère amener loin, je préfère que les parties durent longtemps, je préfère sortir beaucoup de cartes, j'aime bien les mécanismes de pioche et tout. Donc c'est vraiment pas pour moi, ça ne veut absolument pas dire que ce n'est pas une bonne carte, ça fait partie des plus puissantes. Petit coup de cœur pour le démoniste. Le démoniste, ce pouvoir de piocher une carte moyennant que vous payez 2 PV et 2 cristaux, c'est énorme. Dans les jeux de cartes, la clé, c'est de piocher. Ça, tous les joueurs vous le diront, piocher, c'est bien. Et là, vous avez un pouvoir héroïque qui fait piocher. C'est dangereux. C'est dangereux parce que quand vous perdez 2 PV pour piocher une carte, vous avez un chasseur en face qui vous mettra lui, par contre, déjà 2 dégâts avec son pouvoir héroïque. Vous prenez des risques. Mais souvent, le démoniste a montré que ça envolait la chandelle avec des jeux là où vous avez la main bien garnie, que vous pouvez jouer avec ça, des dragons et tout. C'est excellent. Donc sur le héros, je donne pas de conseils. Si peut-être pour les débutants, il me semble que le druide, le paladin et le guerrier sont les plus équilibrés. Le mage restera le plus simple parce que vous avez énormément de sorts qui vont détruire les monstres sur la table. J'y reviendrai tout à l'heure. Garder une table bien propre, c'est la clé du jeu. Contrôlez la table, vous contrôlez la partie. Le mage, grâce aux sorts, les sorts ça se lance toujours sur les créatures, à part pour achever le mec. Deuxième tour, vous avez un éclair de givre, vous ne le tirez pas dans la tête du gars, vous nettoyez la table. Chaque fois que j'ai pris le parti de face quelqu'un en tirant des sorts dans la figure en me disant c'est bon ça passe au prochain tour, je l'ai regretté, par expérience. Voilà, nettoyez la table avec vos sorts, ne tirez pas dans la tête du gars, je la vois régulièrement cette erreur, à moins que vous voulez le face à tout prix, vous ayez confiance en vous. Vous mettez pas toutes les chances de votre côté. Donc voilà. J'en viens aussi aux incontournables. Dans chaque classe, vous avez des cartes dont vous ne pourrez pas vous passer, quel que soit le style de jeu que vous allez adopter. Je vais prendre l'exemple du druide. Dans un jeu druide, je suis désolé, l'innervation et le cri et la croissance sauvage, c'est dans un archétype bien particulier, malgré que ce soit très puissant et que c'est généralement le deck druide qui marche le mieux. Ça en fait pas une vérité universelle. Par contre, vous prenez la colère, qui pour 2 met 3 dégâts, ou pour 2 met 1 et fait piocher une carte, ça rentre dans tous les decks. Vous devez posséder la colère dans tous les decks druides. Vous devez posséder le balayage dans tous les decks druides, c'est absolument fumé. Vous devez posséder le gardien du bosquet, de faire silence ou 2 points de dégâts, et en plus une carte qui est résistante avec 4 PV, ça fait très très mal. Le druide de la griffe, qui devient 4-6 ou qui devient 4-4 avec charge pour 5, c'est très puissant, voilà.
je vous ai cité voilà 3 cartes majeures du druide que vous devez absolument posséder dans votre deck si vous jouez druide. Et je peux vous faire pareil avec le mage. La sacro-sainte boule de feu du mage est absolument obligatoire. Au même titre, peut-être un peu moins, mais quand même, l'éclair de givre qui gèle, donc qui va empêcher d'attaquer, ou qui va fumer toutes les créatures quasiment jusqu'au tour 3, c'est monstrueux. Cette carte au début vous sauvera de pioche, comme je l'ai dit, piocher les cartes c'est bien, vous en piochez 2. Si votre jeu est à l'arrêt, il repart. Si les cartes que vous attendez ne sortent pas, elle vous aidera à aller les chercher. Allez, je change de classe. Le prêtre, pour 1, vous gagnez 2 points d'endurance et vous piochez une carte. Rien que pour 1, vous piochez une carte, ne serait-ce que ça, ce serait suffisant. Là, vous pouvez booster une créature. Voilà, pareil, le clerc du comté du Nord, 1 pour une 1-3. Vous avez 3 points d'endurance au premier tour, c'est absolument fumé. Qu'est-ce qu'il y a encore? Voilà, pour 3, vous détruisez une créature qui a 5 ou plus. Il y a des cartes, voilà, vous êtes obligé de les mettre. Donc, quand vous construisez un deck, veillez à ne pas oublier les cartes fondamentales. Ensuite, vous construisez votre deck à côté, avec le petit combo qui va bien, avec la carte qui a eu votre petit coup de cœur que vous voulez jouer, mais n'oubliez pas les fameux fondamentaux. Ensuite, il y a des cartes neutres, bien sûr, qui... généralement, c'est les légendaires, ou alors c'est des cartes spécifiques qui ont une synergie avec la classe en question. Mais il y a des légendaires, parce que au bout d'un moment, vous allez avoir de la poussière arcanique, vous allez devoir vous crafter des cartes. Que crafter en priorité? Les légendaires. Les légendaires vous feront gagner la partie. Je vais vous citer la plus célèbre, qui est certainement la meilleure carte Hearthstone actuelle, le Dr Boom. Le Dr Boom, c'est une carte, quand elle sort, la partie n'est plus la même. Pour 7, vous avez une 7-7. Ça déjà, c'est parfait. Ça sort 2 petites bombes 1-1. Donc déjà, vous allez pouvoir mettre 2 points de dégâts supplémentaires à des créatures ou au mec d'en face. Et potentiellement, en râle d'agonie, elles vont mettre entre 1 et 4. Donc pour 7, vous avez une 7-7 et 4 dommages potentiels. C'est n'importe quoi, c'est vraiment une des cartes les moins équilibrées actuellement. Et donc s'il y a vraiment une légendaire à vous crafter en priorité, c'est le Dr Boom. Sylvanas aussi, c'est absolument monstrueux. Pour 6, une 5-5. Elle a été nerfée parce qu'avant elle sortait à 5. Une fois qu'elle est détruite, elle vole une créature adverse. C'est-à-dire que quand vous la sortez, si en face il a le gros bilou de la mort qui tue, genre Nefarian, Ragnaros ou je sais pas quoi, vous lui envoyez Sylvanas et vous lui piquez sa carte. Ça change l'issue de la game. Voilà, il y a des créatures comme ça qui sont, qui sont must-have. Et il faudra vous les procurer en priorité. Ensuite, comment choisir ces cartes? Bah écoutez, privilégiez des ratios équilibrés. Je vais vous faire la démonstration. Voilà, regardez l'ogre roche-point que vraiment, que tout débutant normalement doit posséder ou possédera très très vite. Pour 6, vous avez 6 d'attaque et vous avez 7 de défense. Vous avez ce petit plus que, entre guillemets, tu vois, le point d'endurance en plus c'est gratuit. Vous ne le payez pas. Donc voilà, l'équilibre viendra de ce genre de cartes. Il faut les privilégier. Vous en avez plein comme ça. Là, je vous ai parlé des grosses. Mais si vous tombez dans les cartes plus petites, voilà, par exemple celle-ci, pour 3, vous avez une 3-3, elle vous rend 3 PV. Où est-il ce petit char araignée? Voilà, le char araignée, pour 3, vous avez une 3-4. Privilégiez l'endurance, généralement, quand la créature, voilà, pour 3, elle a un petit peu d'endurance en plus, ça veut dire qu'elle a plus de survivabilité, vous l'aurez plus longtemps sur le board. C'est le genre de carte, voilà, sur lesquelles il faut axer. Donc, au début, ce sera vraiment les cartes que vous posséderez le plus. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Généralement, vous allez tuer ou avec un gros bill, ou avec un combo. Je vais vous montrer un combo. Vous prenez le druide. Vous prenez donc Rugissement Sauvage, qui confère plus d'attaque pendant ce tour à toutes les créatures. Vous le combinez avec les Forces de la Nature, qui invoquent donc 3 traits en 2-2 et qui attaqueront directement parce qu'elles ont la charge. Pour 9, vous infligez 14 points de dégâts. Eh bien, ça s'appelle un finisher. Voilà, donc avec ces 14 points de dégâts, au tour 9, on peut raisonnablement dire que vous aurez entamé 16 points à un joueur, ce qui n'est
Ce qui n'est, ben, c'est pas non plus un exploit, hein, ça se fait très facilement, avec normalement le druide de la griffe, avec du balayage, avec du gardien du bosquet et autres petits gros bilous que vous aurez mis dans votre jeu. Et vous le finirez avec le combo que je viens de vous annoncer, ça s'appelle le druide Rampage. C'est un druide qui est solide, qui va vous amener au tour 9 pour vous finir avec ses 14 points de dégâts. Et il y a toute une ossature qui est basée là-dessus. Ensuite, pour vous citer le combo du moment, le combo le plus célèbre qui est le Grim Patron, vous avez cette carte. Chaque fois que vous invoquez un serviteur avec 3 d'attaque ou moins, ça lui confère la charge. Donc vous la posez, et à côté de ça, vous posez donc je vais le chercher vite fait, tac tac tac, voilà, le client sinistre, pour 8. Vous posez donc la créature du War, vous posez le client sinistre, donc il va attaquer de suite parce qu'il n'a que 3 d'attaque, et chaque fois qu'il subit des dégâts, il va placer une copie de lui à côté. Donc pour peu qu'en face il y ait un board un petit peu garni, vous allez vous faire une petite armée de 3-3, et si vous avez survécu, qu'on vous a pas nettoyé le board, généralement le tour d'après le mec va se prendre un board rempli de votre côté dans la figure. Ou alors vous pouvez lui en mettre plein la tête, enfin voilà, donc il y a des jeux qui s'articulent autour d'un même combo. Choisissez celui qui vous plaît et construisez votre tour avec. Voilà, je rappelle que pour des combos comme ça qui s'articulent autour de 2 cartes, donc moyennant 8 ou 9 cristaux, faites simplement en sorte d'arriver vivant jusqu'au tour 8 ou 9, auquel cas, eh bien, les tours d'avant, il faudra mettre de la provocation, il faudra vous rendre des PV, il faudra juste vous assurer d'être vivant pour sortir votre combo qui va tuer l'adversaire. Faudra pas le face, faudra pas trade, faudra pas faire en sorte de lui mettre le maximum de dégâts. Restez en vie, sortez votre combo et vous verrez que la moitié du travail sera déjà fait. Qu'est-ce que je peux rajouter dans la construction de deck? Écoutez, il n'y a aucune honte à aller sur internet et regarder ce que fait un joueur professionnel. Il y a des gens qui jouent énormément à Hearthstone, beaucoup plus que vous et moi, qui passent la journée, qui pensent Hearthstone. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils pensent Hearthstone? Ça veut dire que les mecs, ils y jouent beaucoup, mais aussi ils réfléchissent à des decks, ils font des tests, ils simulent des parties. Donc les bonnes idées, de fait, ils les auront avant vous. Donc allez vous imprégner de ces bonnes idées, allez vous imprégner de ces decks, regardez. Vous allez sur Judge Hype. Ouais, ça c'est beau, c'est la classe, donc ça a complètement foiré. Vous allez sur Judge Hype, vous regardez des decks de vainqueurs de tournois, etc. Vous regardez leurs combos, vous regardez leur composition. Si vous avez les cartes nécessaires, vous pouvez reproduire le même jeu. Et pourquoi ne pas y apporter votre touche? Le mec il a une bonne idée, vous récupérez la bonne idée, et à côté vous mettez des cartes que vous aimez, vous vérifiez que la synergie et que vous ne dénaturez pas trop le principe du jeu, et vous avez votre jeu à vous. Et à noter qu'aussi en concours, les personnes d'en face connaissent la metagame par cœur, donc utilisent des cartes qui vont contrer des cartes qu'ils auront en phase 2. C'est une configuration de tournoi. Genre quand des personnes jouent Harrison Jones pour péter l'arme en face, c'est parce qu'ils savent qu'en face il y aura le Grim Patron par exemple. Vous, si vous mettez Harrison Jones dans ce jeu, il faut que vous gardiez en tête qu'elle sera inutile contre le prêtre, elle sera inutile contre le mage, elle sera inutile contre le démoniste. Donc vous pouvez vous dispenser d'Harrison Jones et mettre une carte qui vous intéresse. Donc regardez internet, oui, je l'ai fait très souvent. J'ai joué tous les jeux, parce que je veux dire mon temps de jeu sur Hearthstone, il est à peu près, je sais pas moi, en moyenne 1 heure par jour, même pas. Donc si vous voulez, j'ai pas le temps d'aller choper, de brainstormer et tout. Donc je vais chercher les idées chez les autres, les gens qui jouent plus que moi, et ensuite je récupère leurs idées et j'adapte un petit peu à ma sauce. Il y a des cartes que je n'aime pas, et que même si ces personnes les jouent et que c'est très efficace, je ne les jouerai pas. Vous pouvez faire pareil, il n'y a pas de problème. Voilà, je vais revenir sur un point que je viens d'évoquer. Connaissez, si vous voulez être performant bien sûr, connaissez la metagame. À chaque sortie de carte, à chaque sortie de patch, il y a des nerfs, il y a des nouvelles cartes, il y a des nouveaux combos. La metagame change. Ça ne veut pas dire que les jeux sont abandonnés, quoique si. Ça veut dire que la façon de jouer est différente et donc il faudra vous y adapter. Je veux dire, si vous savez qu'en face de vous, il y aura énormément de Grim Patron, et ça a été le cas dernièrement, eh bien, pensez à des cartes qui vont clean le board, qui vont contrer la recrudescence de clients sinistres. Pensez à ce genre de choses.
Voilà, c'est les conseils que j'ai à donner pour commencer Hearthstone. Vous prenez pas la tête, faites un deck qui vous plaît. Si vous voulez de la performance, gardez à l'esprit qu'il faudra jouer beaucoup. Moi par exemple, si demain là je me fais le deck du meilleur joueur du monde, parce qu'en ce moment il y a bien une personne qui est premier au classement Hearthstone mondial, si vous vous faites son deck et que vous êtes rang 20, je vous garantis que vous ne serez pas dans l'heure qui suit rang 5. Vous allez perdre. Parce que ce n'est pas votre jeu, ce n'est pas votre façon de jouer, parce que c'est un jeu de hasard, parce que pour monter en légende, il faut faire énormément de parties, et si vous voulez, en fait, voilà, le principe, il est le suivant. Ces personnes-là ont entre 60 et 70% de matchs gagnés. Donc, je vous laisse deviner que pour arriver au rang légende, ben, ils en perdent 30%, mais sur la quantité astronomique de games qu'ils font, avec ça un peu de chance, ils arrivent finalement à leur fin, mais il faut tryhard, il faut toujours jouer le même deck, ça je n'y arrive pas. Moi, il y a 9 classes dans ce jeu, je les joue toutes, je prends mon plaisir avec absolument toutes les classes, un peu moins avec le Hunt, mais voilà, j'ai jamais réussi à tryhard, ce qui explique en partie, parce que je dis pas que sinon je serais légende depuis longtemps, mais ce qui explique en partie que je n'ai jamais pu atteindre les sommets. Je suis arrivé rang 5 une fois, voilà, j'avais un deck druide qui tournait pas mal, arrivé vers les rangs 8-9, je me suis dit, il y a peut-être un petit truc à faire, du coup je l'ai un peu tryhard, donc voilà. Mais pensez avant tout à vous amuser. Si vous n'avez pas beaucoup de temps à consacrer à ce jeu, ça sert à rien de tryhard. Faites-vous plaisir, essayez plein de decks. C'est comme moi, de toute façon c'est Blizzard. Hein. Si vous voulez de la performance, il faut jouer beaucoup. Voilà, c'est comme un sport d'adresse, un sport en général, il faut le jouer beaucoup. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Je serai actif sur les réseaux pour échanger avec vous. Je ferai des tutoriels sur toutes les classes, une par une. Avec des petits jeux choisis à la fois assez représentatifs des classes. Je vais partir sur du combo très compliqué dès le début. Et j'espère vous donner envie de jouer un petit peu toutes les classes et de vous amuser sur Hearthstone, qui est un jeu qui est très simple, qui est très complet. Là, il y a 132 cartes qui vont sortir lundi, qui, à mon avis, donc c'est un jeu qui va prendre beaucoup d'ampleur, qui est énormément joué, qui est très communautaire, qui prend pas beaucoup de temps. Qui va vous pousser un petit peu à réfléchir, et moi perso je sais que quand j'y joue j'ai mon petit film sur Netflix à côté. Voilà, je vous dis donc à la prochaine en espérant vous avoir filé 2-3 tuyaux. Ciao ciao.